Présent. Jean-Marie Taguet. Présent. Muriel Jouvet. Didier Cassé. Présent. Lily Bouillon, présente. Véronique Antoine. Présent. Annie Carrara. Donc, Pierre Coury donne pouvoir à Madame Dubouchot. William Trahen. Présent. Annie Cassol. Mathieu Libera donne pouvoir à Monsieur Jatin. Liliane Vidalba. Présente. Paul Colbert donne pouvoir à Madame Vidalba. Delphine Orniel. Présente. Stéphane Coty. Présent. Marie-Laure Troussier donne pouvoir à Monsieur Ferré. Jean-Michel Price. Présent. Francis Mila. Présent. Olivier Villa. Présent. Dany Vidal. Présente. Thierry Legal. Présent. Clarisse Gallet donne pouvoir à Madame Vidal et Brigitte Limbourg-Bissot. Présente. Merci Julie. On va commencer par le rapport d'activité des listes. Et donc, je ne sais pas comment vous voulez faire en là-dessus. Tous les arbres, vous faites le point en sortant des chiffres plus significatifs. J'ai vu que la fréquentation a baissé. Donc, Alors déjà, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis la trésorière du CCS et j'excuse Denis Rosière qui n'est pas là ce soir. d'accord. Il y a un cas, enfin je sais, mais c'est festival de Cannes ce soir avec la salle d'ouverture dans le cinéma. Donc en fait, je souhaitais le remplacer. Ah, il faut le mettre. On peut le faire toucher longtemps. Voilà, c'est mieux. Très bien. Oui, donc je remplace Denis Rivière qui était occupé par ailleurs, donc il faisait la projection là-bas à Ussel, pardon. Donc voilà. Donc on va vous présenter un peu ce qui a été fait cette année. Alors sachant que nous, on n'a pas le même exercice comptable que ce qui est présenté sur le document. On arrive au bilan au 30 juin 2024. Donc ça veut dire que nous, en comptabilité, il n'y a que 6 mois de concernés dans ce qu'on va vous expliquer. Mais ce qui est fait là est fait sur 12 mois, qui correspond du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Voilà. Donc je vais laisser Mehdi qui va vous expliquer un peu les fréquentations qui ont été faites sur l'année. Je suppose que si je parle comme ça, vous m'entendez suffisamment, sans que c'est accessoire. Oui, c'est sur l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Bon, je suis habitué à y aller. Du coup, sur la fréquentation, on voit que cette année, en 2024, on a 14 021 entrées payantes. À celle-ci, il faut rajouter 718 entrées gratuites. Alors, les entrées gratuites, pourquoi? Parce que c'est des entrées des accompagnants, souvent des professeurs qui accompagnent les classes ou des animateurs qui accompagnent les accueils de loisirs. Et puis, on a un partenariat aussi avec les commerçants qui nous mettent des entrées publicitaires sur notre plaquette qui sort régulièrement toutes les 3 semaines. Voilà, et puis quelques bénévoles parfois, et puis des entrées gratuites aux différents foyers ruraux, comités des fêtes, APE, du territoire de la communauté de communes. Voilà, c'est 118 entrées payantes, c'est une moyenne en général dans tous les autres cinémas, on voit à peu près ça. Donc ce qui amène le nombre d'entrées à 14 749 entrées à l'année, 1er janvier, 31 décembre 2024. Pour la ville d'Égletons, finalement, faire venir 14 000 personnes dans un établissement, finalement, c'est quand même intéressant. Puisque si on ramène ça un peu à la population locale d'Égletons, ça veut dire que au moins les revenus seront 3 fois par an au cinéma. Et en moyenne, nous accueillons donc 275 personnes au cinéma d'Égletons, tout au long de l'année, sachant qu'il est ouvert 51 semaines sur 52, tous les jours, à part le dimanche pendant la période estivale, puisqu'on a noté qu'il y avait beaucoup de propositions d'activités pour les familles, pour les touristes et pour les résidents d'Égletons, bien évidemment, et de la communauté de communes de façon plus large, ce qui permet comme ça qu'il y ait des... enfin, je disais que c'était aussi important de pouvoir... essayer de partager un peu ce public avec les autres structures qui agissent sur le territoire. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de
lever le pied aussi, puisqu'ils ont ouvert 7 jours sur 7, les salariés, on les sollicite beaucoup. Donc voilà, moi je suis médicien et je travaille au CCS depuis 2018. Voilà. Et je suis à 50% de mon temps de travail sur le cinéma. Donc je fais l'administration, un peu de programmation, la gestion des équipes, la publicité, etc. Voilà. On a un petit peu descendu le nombre de séances cette année, mais on verra pourquoi un peu plus tard. Donc, on a un salarié qui a été en arrêt maladie depuis le mois d'octobre. Et puis on a eu un poste de médiateur vacant, médiateur cinéma vacant pendant quelques mois. Donc voilà, on n'a pas pu s'autoriser à aller proche des 1400 et plus. Hein, en 2023, c'était 1475 entrées. Ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation en partie. Puisque moins de séances, moins d'entrées. C'est 6,31% de séances en moins pour 5,73% de personnes en moins. Ça reste assez cohérent et je vous ai expliqué qu'un salarié absent, 2 infarctus, bon ben voilà, on a jonglé comme on a pu, et un poste de médiateur cinéma vacant pendant plusieurs mois. Au niveau des tarifs, il n'y a pas eu d'évolution. Vous voyez, la grille tarifaire, elle est quand même assez éloquente, avec un souci de s'adapter quand même à la population. Donc on est sur des tarifs qui oscillent entre 7,40 € et 3,50 €, plus les tarifs liés aux dispositifs nationaux de l'éducation nationale, où on est là à 2,80 €. Le minimum, 3 € pour les lycéens. Donc on arrive à un tarif moyen de 5,19 €, ce qui est dans une logique au niveau des tarifs moyens en France, c'est assez logique puisque c'est 6 €, 7 € maintenant je crois, 7,20 € en France aujourd'hui. Donc on est légèrement en dessous, mais en même temps on n'est pas un multiplex, hein, avec 9 salles et avec les propositions de services que peuvent proposer les gros cinémas en milieu urbain. Donc la politique tarifaire, c'est en 2 points, c'est faciliter l'accès aux services publics du cinéma pour le plus grand nombre d'usagers et contribuer au développement de la culture par le cinéma. Donc on essaie de s'adapter quand il y a des propositions comme le Pass Culture, et bien on saute sur l'occasion du Pass Culture. Je pense que ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui, surtout aux jeunes. C'est un crédit qu'ils ont délivré par l'État à un certain âge qui permet de venir au cinéma sans dépenser d'argent. Enfin, si, de l'argent virtuel, dans tous les cas, voilà, donc on essaie à chaque fois qu'il y a une proposition, il y avait un tarif qu'on avait carré signé, qui était une proposition pour le Festival de Brive du court-métrage. On a sauté sur l'occasion aussi, les étudiants pouvaient venir à 2,50 € la séance, mais bon, ça c'est Paris, hein, c'est terminé depuis le 31 décembre, donc 2023 il me semble, et du coup, bah, voilà, c'est pas trop c'est plus tard, mais enfin bon, ce tarif n'existe plus, et c'est bien dommage parce que ça permettait aux étudiants, notamment en mobilité, de pouvoir venir profiter du cinéma pour pas grand chose, ou pas bien cher. Voilà. Donc après, dans nos tarifs, on a remarqué qu'il y avait quand même une augmentation du tarif qu'on a ici appelé d'hiver, puisque sur l'année 2023 on est 376 et à 795 en 2024. Et là, on peut, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que les lundis, on a proposé aux personnes âgées, via une association de marcheurs de Rosier des Gletons, des séances en après-midi à 14 h et qui ont eu rencontré un large public. Et voilà, donc ça a permis de faire augmenter à 5 €, tarif unique, 5 €. Et surtout, on avait cette demande des personnes âgées, puisque le soir, parfois, il est difficile pour elles de se déplacer, surtout en hiver. Et donc, on a adapté, là encore une fois, le fonctionnement du cinéma à la population qui nous entoure et qui potentiellement peut venir au cinéma des Gletons. Voilà, donc après, vous avez eu le détail, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais la conclusion qu'on peut donner à cette politique tarifaire, c'est de mieux fidéliser la clientèle avec des propositions de carte d'abonnement et adhérents CCS. Vous savez que les adhérents CCS qui payent 27 € en octobre peuvent avoir des places à 4 € tout au long de l'année jusqu'au 30 septembre de l'année d'après. Donc c'est quand même très intéressant pour celui qui devient adhérent du CCS. Et aujourd'hui, le CCS
c'est presque 600 adhérents sur le territoire de la communauté de communes Ventadour et le Ton Monédier. Donc pour poser des chiffres, au-delà de dire c'est 275 personnes par semaine qui viennent au cinéma, avec le temps, c'est un nombre total de séances de 1382 séances. C'est donc légèrement moins qu'en 2024, mais à comparer à 2019, on était à 1095 séances. Vous voyez quand même, il y a eu une progression dans la logique du fonctionnement du CCS pour permettre aux gens de trouver l'horaire adapté, comme cette histoire des lundis après-midi, pour que les personnes âgées puissent se rendre au cinéma. Sans avoir le problème de se retrouver la nuit, sortir le soir tard et conduire voilà, de façon pas confortable. Donc on a différents types d'organisation temporelle. Pendant les vacances scolaires, on essaie de multiplier les séances pour pouvoir proposer des sorties en famille. Donc on a 38 séances hebdomadaires, il y a 2 salles, donc c'est 19 séances par salle. L'été, comme je vous le disais en introduction, on réduit un peu la proposition et on arrive à 6 à 10 séances par salle, tout dépend de l'offre de films que nous avons, parce que c'est pas la peine de tourner s'il n'y a pas d'offre pour faire tourner la salle. Donc on est vraiment d'une souplesse, je dirais pas incroyable, mais presque. Et ensuite, on a la période scolaire, où là, on est sur un rythme de 11 à 12 séances semaine. C'était ce qu'on avait établi dans le cadre de la LSP, le cahier des charges qui avait été sollicité par la mairie. On essaie de tendre et de respecter le plus possible ce qu'on nous a demandé, mais on va légèrement un peu au-dessus de la proposition qui était dans le cahier des charges pour offrir un service plus intéressant à la population. Sur la distribution journalière, il y a une évolution. Alors on voit que les jeudis, la fréquentation a baissé. Les spectateurs sont moins nombreux à venir le jeudi. Parce que c'est le moment où on proposait des films avec des accompagnements avec le poste de médiateur. Et comme ce poste a été vacant pendant plusieurs mois tout au long de l'année 2024, on vous expliquera les raisons tout à l'heure, on voit qu'il y a une baisse le jeudi de fréquentation, mais qui est tout à fait logique. Pour les raisons que je viens de vous annoncer. Le lundi, on voit que l'effort qui est fait, on voit une légère augmentation de passer de 15% à 16-17% même presque. Et donc le mardi aussi une légère hausse, mais c'est parce qu'on passe des films en version originale, notamment à ce moment-là. Et donc on a un public averti de cinéphiles qui se rend à ce moment-là au cinéma. Donc ça augmente légèrement voilà. Pour les autres jours, il n'y a pas vraiment de grosses différences, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Donc ensuite, c'est une politique de programmation, le cinéma, donc c'est beaucoup de films grand public. Quand on s'occupe d'un cinéma, on a des outils qui sont communs à bon nombre d'exploitants. Et donc on va se servir de ces outils pour savoir quel film intéresse le public, et bien évidemment que le cinéma espagnol fait tout comme les autres cinémas, et si vous avez la curiosité de regarder ce qui se passe ou à UCL ou à Argenta ou Mémac ou Tulle ou Ebleton, vous verrez que les programmations sont bien souvent identiques. Il n'y a que vraiment quand on est en milieu urbain et que vous avez un cinéma de centre-ville très arrêté avec un cinéma au niveau des supermarchés en extérieur de la ville, là, vous avez vraiment des grosses différences de programmation, mais nous, ici, en milieu rural, on tend à faire la même chose que les autres, et surtout proposer des films familiaux, bien en premier, blockbuster américain, il y en a plus beaucoup en ce moment, mais ça reviendra peut-être un jour, et les films français qui marchent bien. Donc les films français, des exemples, par exemple, l'année dernière, un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo, et puis L'amour. Voilà. Ça a été des films quand même très porteurs. Et à noter que l'année dernière, 40%, même plus de 40% des entrées sont faites autour des films français, ce qui est quand même une année exceptionnelle. C'est pour ça qu'au CNC, on dit que l'année 2024 a été une année exceptionnelle par rapport aux autres années d'exploitation cinématographique. De façon large, le projet culturel du Centre culturel et sportif, c'est lutter contre l'inégalité avec sa offre culturelle et favoriser l'équité territoriale. C'est aussi proposer une offre culturelle diversifiée et accessible à tout le monde. Développer, renforcer et coordonner les partenariats entre les acteurs culturels
socio-éducatifs des artistes et des habitants. C'est aussi proposer des actions culturelles complémentaires à celles déjà existantes sur le territoire, contribuer à l'épanouissement culturel de la population et participer à l'amélioration du cadre de vie. Voilà, ce sont des objectifs qui sont fixés par le conseil d'administration du centre culturel et sportif. C'est pour volontiers un projet associatif. Alors pour le cinéma, il y a quand même une volonté de confirmer le cinéma comme un équipement culturel de proximité, d'associer le cinéma à toute autre forme d'art, et on va le développer tout à l'heure, mais rapidement, hein, et affirmer le rôle du 7e art dans la vie du territoire intercommunal. Voilà un peu les objectifs qui sont fixés, puisqu'on fixe une feuille de route quand on fait l'exploitation, comme ça, dans un établissement pareil, il faut se donner des axes de travail et aller vers quelque chose, en fait, mettre du sens. Donc on fonctionne avec l'entente de programmation VO, qui est une entente de programmation qui représente quand même 4%, 3 à 4% des cinémas en France. Alors sachant que la majorité des cinémas, 80% des entrées de France, c'est quand même les gros cinémas, type Gaumont, CGR et compagnie, et puis il reste une part de marché de 20% que se partagent une dizaine d'ententes de programmation, comme VO et Égletons. Et vous savez que VO, c'est une entreprise d'Égletons, et c'est quand même remarquable pour la ville d'Égletons. Ce n'est pas que les travaux publics, c'est aussi le cinéma, grâce à cette entreprise. Donc l'entente de programmation, ça nous permet d'avoir accès à des copies de films facilement, plus facilement que si on était tout petit, tout seul cinéma. L'entente de programmation VO, c'est quand même 300 cinémas. Donc ça nous permet d'avoir accès à des copies de films sur la 3e semaine, 2e semaine, plus rarement la 1re semaine. Et ça, c'est une politique des distributeurs. Il faut avoir conscience que le cinéma, c'est un business et que les distributeurs préfèrent mettre leurs films d'abord dans les endroits où il y a plus de population. Et donc, nous, on arrive à avoir des films en 3e semaine. Ça, c'est une logique qui dépasse complètement exploitants, élus, personnes lambda. Ça, c'est une affaire des distributeurs. Et vous remarquerez, tous les cinémas de proximité ont le même problème d'accès aux copies de films en sortie nationale. Ce qui nous fait quand même préjuger d'une fuite de nos spectateurs de plus de 30%, ou entre 20 et 30%, plutôt entre 20 et 30% de nos spectateurs vers la ville de Tulle, notamment, puisque eux, ils ont une sortie nationale. Voilà. Donc le classement RAEC, ça garantit aussi un financement du CNC, donc ça veut dire qu'on fait plus de 15% de films classés à RAEC. Label jeune public, c'est un label qu'on a en plus parce qu'on propose beaucoup d'animation et de films à destination du jeune public. Donc il y a quand même là aussi une démarche de qualité du cinéma à l'Esplanade tout au long de l'année pour avoir une belle programmation avec des films. Voilà. Et alors, surtout, faut vous dire que le cinéma à l'Esplanade ne fait pas que du cinéma à RAEC, et bien loin de là, on est vraiment sur du film familial, populaire, parce que l'art cinéma est un art populaire, et au cinéma à l'Esplanade, on l'a bien compris. Voilà. Du coup, alors, dans le cadre de notre plan de vol, tout à l'heure je disais confirmer le cinéma comme un équipement culturel de proximité novateur, il y a eu plusieurs projets pour illustrer ça. On a donc eu du 1er août, le jeudi 1er août, on a diffusé un film qui a été réalisé par des enfants de l'accueil de loisirs de Darney dans le cadre d'un projet qu'ils avaient, qui était parti à Userche, avec une réalisatrice qui s'appelle Chloé Muni, qui avait travaillé autour de la musique. Donc ils ont fait tout un projet autour du cinéma, que nous, on a financé à travers différents dispositifs, notamment un dispositif qui s'appelle Passeur d'image. Mais le travail du cinéma, c'est quoi? C'est faire un dossier, aller le défendre devant une commission, et puis faire que ces jeunes puissent avoir une caméra dans les mains, écrire un scénario, et puis rencontrer le cinéma, mais dans les coulisses du cinéma. Voilà. Donc, il y a eu un autre projet avec l'IUT. Donc, l'IUT, ça a été la rencontre avec une réalisatrice qui s'appelle Clara Baudou. Là aussi, ça a été pendant plusieurs mois des échanges entre les étudiants via les réseaux sociaux, des mails, des choses comme ça, où ils ont composé, ils ont pris les images et les sons pour que cette réalisatrice puisse, elle, faire un montage à partir des images et des sons communiqués par les étudiants et faire un montage de film, un beau film voilà, qui est visible. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le PDF, si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir la petite vidéo qui a été réalisée, qui elle parle de tout le projet. C'est un interview
de tous les protagonistes de ce projet. Voilà, c'est un projet qui a été financé par l'Université de Limoges dans le cadre du... Alors, il y a les vacations et il y avait en plus le CEDEC, je crois qu'on dit, c'est la vie étudiante en fait. Hein, voilà. Donc, chouette partenariat avec l'université qui a abouti à un projet qui était un peu inattendu pour les étudiants parce qu'on était quand même sur un cinéma contemporain. Donc, on devait aller vers quelque chose de promotionnel, alors mettre l'unité en avant, mais il y avait quand même un œil très artistique de la part de la réalisatrice. Et au bout du bout, c'était une chouette rencontre entre les étudiants et cette réalisatrice de film, hein, de documentaire. Elle a fait un documentaire qui a eu beaucoup de succès sur Arte, le Carabo, dernièrement. Voilà. Donc c'était vraiment un chouette projet à renouveler peut-être avec l'idée à avoir. Voilà. Donc là, vous voyez, on sort un peu des murs pour aller rencontrer la population, les gens qui composent hein, le territoire de l'Étang. Alors après, c'est beaucoup d'animations aussi en direction du jeune public, 26 animations cette année. Hein, alors des rencontres, des ciné-goûtés, des ciné-papotes, la rencontre avec des réalisateurs. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Cinéma Indépendant de Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet d'avoir accès à des animations qui ne coûtent pas bien cher. Mais tout ça, c'est une gymnastique d'exploitants professionnels de cinéma. Voilà, donc on connaît les opportunités et bien sûr qu'on va les chercher et que du coup, on propose des animations multiples au cinéma. Ensuite, on a associé donc, le cinéma à toute autre forme d'art. Donc on a mis un peu de musique, ciné-concert. On a pu faire venir L'homme qui plantait des arbres avec un accompagnement musical. Ça a été un succès avec plus de 60 personnes et un partenariat avec l'association des arts et Salamandre. On a fait une résidence d'artistes. Hein. Vous avez des artistes alors, qui étaient plus sur le théâtre de rue, mais qui parlaient de bruitage de films et de comédiens, de jeux de comédiens. Ça s'appelait Bruital Compagnie. On ne savons pas. Et donc c'était un bruiteur sur scène de cinéma qui accompagnait une comédienne et qui faisait son doublage, on dit en cinéma, synchro, c'est-à-dire que quand elle parlait, c'était lui qui s'exprimait. C'était vraiment étonnant. Donc ça a été du spectacle vivant qu'on n'a pas pu diffuser au cinéma parce que déjà on avait fait la résidence à l'APLO, à l'OTP de Rachat Palparana. Donc la première séance du spectacle qui s'appelait Dark sur la ville de Dark a été diffusée à l'APLO. Et par la suite, on est venu à Illeton, mais à la scène Château-Robert, parce que les conditions techniques du cinéma, le fait que la scène soit trop élevée, ne convenait pas au jeu qui est la comédienne qui allait souvent au sol. Et donc, l'absence de gradinage dans la salle 1 du cinéma ne permettait pas d'avoir une visibilité correcte pour ce genre de spectacle. Ça, c'est les techniciens de la compagnie qui nous l'ont dit. Hein. Voilà. Donc ensuite, il y a eu plusieurs spectacles qui ont été diffusés. La beauté du monde, avec 234 personnes. Donc là, on a fait plein. On a fait La vraie vie des pirates, qui était aussi un autre spectacle. Là aussi, on a refusé du monde. Et une conférence dansée autour de la culture hip-hop, qui était plus la destination des scolaires, avec la compagnie Média, qui a été aussi le lendemain un spectacle où on a accueilli plus de 385 personnes à l'espace Ventadio. Le gradin était plein. C'était vraiment un spectacle étonnant de danse qui mélangeait la danse contemporaine et voilà, donc on s'ouvre aux autres formes d'art. Et le CID, qui était, donc le CID, on peut vous présenter, mais à destination des scolaires, des collégiens, voilà, qui était une proposition du théâtre classique, mais un peu revisité, un peu déjanté, pour leur donner envie d'aller, si ça a marché, vers le théâtre classique. Alors, ça, on ne sait pas trop. Donc on a fait aussi un ciné-game. Donc on mélange le cinéma et le jeu. Alors le jeu dans toutes ses formes, jeux vidéo, jeux de société. Donc ça c'est... on a encore à travailler en termes de communication, de s'associer aux bons partenaires, parce qu'on n'est pas encore satisfait de la quantité, enfin du nombre de spectateurs qui viennent, mais on y travaille. Et puis le cinéma c'est aussi, on s'est ouvert par exemple à une opération qui s'appelle Musique au collège, avec la FAL qui organise ça, les jeunesses musicales, les GMF. Et puis donc on a accueilli pendant une journée une classe de MEMAC et une classe de Trignac, où il y a eu plein d'ateliers autour de ce que c'est les musiques actuelles. Et ça s'est passé au cinéma et à l'espace Verjal. On a accueilli aussi le collège Albert Thomas pour des restitutions des ateliers qui sont travaillés tout au long de l'année. On a dû faire 2 représentations pour le collège
parce que les familles, ça ne rentrait pas. Dans la salle 1 où il y a 214 places. Donc c'est un équipement qui là aussi permet quand même beaucoup de choses au-delà du cinéma. Et donc, affirmer le rôle du 7e art dans la vie du territoire intercommunal, ça c'est cette idée qu'on a depuis longtemps, alors qu'il se réalise parfois 3 à 4 séances, c'est le cinéma plein air. Puisque nous on a la capacité de déplacer notre billetterie, d'aller dans un village, donc c'est une séance qui coûte 1 000 €. Alors parfois, d'aucuns vous diront que ça coûte cher, mais il faut voir, parce qu'il faut le comparer à des choses qui sont comparables. C'est 1 000 € pour la personne qui accueille, et après nous on prend la recette. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous voulez des renseignements, vous nous appelez, et si vous voulez en savoir un peu plus, on vous les donnera avec plaisir. Et pourquoi nous menons cette opération? Ça permet de délocaliser le cinéma, d'avoir un film de très récent, et de faire une animation autant pour les résidents, les habitants, que pour les touristes qui viennent durant l'été, puisqu'on ne fait pas du cinéma plein air au mois de février. Donc 26 animations, vous avez le détail dans et puis ça travaille en réseau, hein, on est adhérent à pas mal de choses. Cinéphilae, qui est plutôt en Occitanie, c'est garanti pour nous d'avoir des possibilités d'animation. Cinéma indépendant, je vous en ai parlé tout à l'heure. La DRC, qui est l'Agence de développement régional des cinémas, tout ça nous offre des possibilités d'animation à moindre frais pour une adhésion qui est souvent pas très onéreuse. Bien sûr, c'est les établissements scolaires, les associations locales, et puis divers intervenants qui ont envie, tout au long d'une thématique, de parler de choses et d'autres, souvent à la base d'un documentaire ou d'un film de fiction, et qui viennent au cinéma pour pouvoir partager une thématique sociétale ou une passion. Les profs de yoga sont venus présenter les cours de yoga, alors pas cette année, mais d'autres années. Le vélo, puisqu'on a un atelier vélo participatif, ça a été le cas aussi. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plein de possibilités. Le cinéma, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Voilà. Donc la promotion du cinéma, c'est beaucoup de choses, c'est les réseaux sociaux, c'est du papier qu'on distribue, c'est un site internet, c'est une newsletter qui est envoyée toutes les semaines, diverses choses, on essaie d'être efficace, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je pense que le cinéma à l'Esplanade manque de visibilité dans la vie des après, il y a la participation au fonctionnement du cinéma de la municipalité d'Aigueton, qui est une somme relativement importante en 2024, 34 372 €. Hein, si on compare à l'année 2019, on était à 23 000. Donc il y a quand même une forte augmentation, notamment c'est l'électricité, le chauffage. Mais il faut savoir que le bâtiment est dans son jour depuis des dizaines d'années et qu'on ressent à travers ces chiffres un besoin c'est une passoire énergétique, comment vous le dire autrement, puisque ce sont les élèves de l'UT ou de l'AFPA qui sont venus faire plusieurs études, qui nous l'ont dit. Et ce sont des volumes qui sont chauffés, notamment derrière l'écran. Il y a un énorme volume derrière l'écran de la salle 1 qui est chauffé, mais qui ne sert à rien et à personne, à part quand on fait du spectacle vivant. Donc il y a beaucoup de choses à cogiter, à réfléchir au cinéma à l'Esplanade, et le centre culturel et sportif est tout à fait ouvert à ces discussions et au travail que peut engendrer une réflexion autour d'un tel projet. Voilà, et puis donc nous on remercie quand même chaleureusement M. le maire et tout ça, puisque c'est quand même aussi une garantie que le cinéma continue d'exister, hein, mais voilà, il y a quand même des questions à se poser quant au bâtiment et quelle amélioration on peut apporter à l'exploitation cinématographique sur Aigueton pour les prochaines années. Là, les moyens humains de l'association. Alors, on a un opérateur-chef à 80% OTP, qui est donc en arrêt maladie depuis le 29 octobre 2024. On a pas mal jonglé avec des remplaçants, enfin 2 notamment, mais on a réussi quand même à garder le rythme. Alors, il n'est pas indiqué là, le remplaçant, mais il y avait un remplaçant pour M. Lobby qui prenait toutes ces heures. Donc moi, vous voyez, je suis à temps partiel, enfin à mi-temps. Fidela Noémie, c'était la médiatrice cinéma qui était là au 1er juin 2023 jusqu'au 30 avril 2024. Et Zanetti Stéphane qui était là le 9 avril au 8 août. Ce qui veut dire que de août jusqu'à décembre, il n'y a pas eu de poste de médiateur cinéma, ce qui a impacté aussi le nombre de séances et in fine la fréquentation du cinéma à l'Esplanade.
Voilà, donc le médiateur cinéma, c'est sur 4 cinémas en Haute-Forêt, Mémac, Ussel et Moïque. Et en fait, M. Zanetti, il n'a pas satisfait pleinement à ce qu'on imaginait de ce que pouvaient être les compétences d'un médiateur cinéma. Donc le poste n'a pas perduré. Et du coup, on est allé vers une volonté de Haute Corrèze Communauté de réfléchir à l'organisation du poste. Donc ils ont pris le temps de réfléchir à l'organisation de leur poste. Et on a effectué un nouveau recrutement au début janvier. Voilà. C'est pour ça que pendant toute cette période, il n'y a pas eu de poste de médiateur. Et maintenant, les choses ont été mises à plat. L'organisation est parfaite. Et donc, on a un médiateur qui s'appelle Émeric Favrel qui remplit pleinement ses missions, ses fonctions, et on est très satisfait de son travail. Voilà, donc pour la partie activité. On a responsable des données publiques, bon, c'est intéressant ce que vous avez dit. Je regrette que le poste d'électricité, quand même, il est plus que doublé par rapport à 2022. On était à 6 450, on est à 14 000 en 2023. Il n'y a pas de chauffage électrique qui fonctionne en permanence. Alors, il y a un chauffage dans le hall que moi je mets à 16. En fait, j'ai demandé aux salariés de mettre le 16 en hiver. Par contre, il y a un carrelage de sol qui, donc, l'inertie, mais à l'envers, hein, ça ramène le froid. Et donc, même à 16 degrés, ça consomme énormément. Et une porte du hall qui est entrebâillée. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais ça fait des années que c'est comme ça. Donc, on a l'air frais qui entre en permanence. Même à 16 degrés, vous voyez, on consomme. Après, il y a les tarifs de l'électricité, mais peut-être Madame Léonard, vous êtes plus fait de répondre à ce genre de questions. Parce qu'il y a vérifier la consommation. On est pratiquement à 20 centimes le kilowattheure, c'est ce qu'on paye chez nous. Oui, mais il y a quand même l'augmentation du coût de l'électricité. Ça a été replié là. Donc je pense qu'il y a deux impacts. Il y a la consommation, mais il y a quand même aussi le logement de M. Lobic, il est chauffé quoi? l'électricité, mais c'est un compteur à part. Alors, je ne sais pas comment c'est pris dans le niveau des services techniques. Hein. Je ne sais pas. Si c'est pris en compte ou pas. Ces augmentations, en fait, je pense qu'il doit y avoir des chauffages qui tournent sans cesse. Ah, mais dans le hall, il y a. Non, c'est pas que l'autre, mais dans son appartement, il faut. Ah, mais là, il n'est plus habité son appartement. Monsieur Lopi, il est en EHPAD. Voilà. Mais oui, en fait, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on est sur une difficulté. En fait, le cabinet Hexacoq qui avait fait l'étude de marché en 2022 sur le fonctionnement du cinéma disait un cinéma, quand on ouvre la porte, les fluides, c'est 5 € par séance. Avec le temps, on est bien au-dessus, mais c'est pas parce qu'il y a un délire au niveau de l'exploitant, on ouvre les fenêtres, on chauffe la fin la caisse. C'est parce que vous avez un bâtiment énergivore. Et qui pose un réel problème, parce que des fois on a chaud, des fois on a froid. On a eu un problème de maintenance du chauffage, puisque cette année il y avait des filtres qui n'avaient pas été décrassés depuis une dizaine d'années, pardon. Donc il y a vraiment à se poser, je pense, avec les services techniques, où nous, en tant qu'exploitants, on peut donner notre regard. Même la femme de ménage, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à apporter sur le temps de travail de la femme de ménage, parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire aujourd'hui d'avoir une femme de ménage comme on l'a aujourd'hui autant. Donc il y a vraiment un point de réflexion à avoir. Il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table pour pouvoir en discuter. Voilà, je pense que vous avez des questions. J'en ai une dans la perspective justement de rénover l'équipement. Est-ce que j'aimerais bien, quand on a la présentation, on ait un nombre de sièges moyens occupés par salle et le maximum, les quartiers, le maximum, de façon à avoir, tu disais qu'elle était à 214 places, oui. La salle plus. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de fois où elle est pleine? Oui. Alors, en fait, vous avez ici un cinéma qui date des années, qui a été réhabilité, je ne veux pas dire bêtise, mais dans les années 70-80, donc avec une capacité d'accueil en salle 1 de 214 places, et qui aujourd'hui, après l'étude de marché qu'a fait le cabinet Hexacoq, un cabinet réputé avec une forte notoriété dans le cinéma de proximité et l'exploitation, c'est des gens vraiment qui savent de quoi ils parlent, qui préconisait de descendre à 165 places, la salle de 214 places. Parce que pour eux, on a le taux de remplissage par fauteuil, et en fait, là, ça s'appelle, nous on est 6-7%, alors que c'est 12-13% le
au niveau national. Voilà, il y a vraiment un ratio, et c'est intéressant de soulever cette question, il y a une capacité d'accueil aujourd'hui du cinéma à l'Esplanade qui est trop grande par rapport au public que nous pouvons avoir, même si on montait à 25 000 entrées pour l'année. Hein, il est surdimensionné. Donc par rapport à l'économie électrique ou de chauffage ou de fluide, hein, c'est une question très intéressante à se poser et il faudrait le réduire bien évidemment. La petite salle, 55 places. Et le taux de remplissage? Et c'est global, hein, tout à l'heure, le taux de remplissage que j'ai annoncé par fauteuil, c'est les deux salles. Donc la préconisation de ce cabinet, c'était de monter un peu la petite salle à 65 et de descendre, alors il y avait une fourchette, et de descendre à 165, voilà. Nous on l'a rempli la salle, hein, mais ça arrive, c'est pour les restitutions d'ateliers, des enfants qui viennent avec toute leur famille. Alors là, vous avez vraiment beaucoup de monde, et puis quand on a fait du spectacle vivant, et ben là, on a été étonnés puisqu'on a refusé à plusieurs reprises, à 2 reprises, une dizaine de personnes à chaque fois. Donc c'était rare hein, quand même, puis les 2 seules fois, on va être un petit peu humble quand même. Donc voilà, mais en tous les cas, c'est une préconisation du cabinet d'études qui était intervenu, de dire baisser la salle 1 en termes de capacité d'accueil et augmenter légèrement la salle 2 pour essayer d'avoir le même nombre, la même capacité d'accueil à la fin. Voilà. Donc, il y a quand même on m'a mis 400 séances, je faisais un ratio sur l'électricité, c'est correct par rapport à ce qu'on avait auparavant, 1100 séances, 100 séances de plus quand même, 100% de plus quand même. Oui, on arrive à rentabiliser aujourd'hui plus, en tous les cas, les dépenses qui sont faites, puisqu'on augmente le nombre de séances, comme on divise par un nombre qui est plus important, enfin, ça c'est le mieux rentabilisé pour nous. C'est pas le projecteur qui va consommer énormément d'électricité, il ne faut pas croire que. Mais c'est vraiment cette question du bâtiment, dans l'état où il est aujourd'hui, n'offre pas la possibilité d'être dans une gestion optimale, notamment des dépenses au niveau des flux. C'est certain, et on le reconnaît tous, je pense, exploitants et élus. On avait été visiter le cinéma de l'ENAC avec Thierry, Didier, Père, Mehdi, moi, donc effectivement, on va certainement s'apparenter à ce type de structure que la mer dans une chaîne plus vaste. Si vous êtes pas dans le siège, on ne voit pas ce qui se passe au niveau de la siège, il y a surtout des séances qui se font à ras le plancher, et puis rabaisser le plafond, donc il faut diminuer le volume au moins par 2. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Écoutez, en gros, merci. Donc, juste pour finir sur l'aspect financier, il est encore déficitaire le cinéma, moins cette année, 1 700 € à peu près, parce qu'on a eu des produits exceptionnels, puisqu'on allait chercher, vous savez, on vend des abonnements, et puis il y a des gens qui viennent et d'autres qui ne viennent pas, et cette année on a rapatrié les abonnements qui étaient entre guillemets périmés, donc ça faisait quand même une manne de 4 000 €, mais c'est exceptionnel, ça veut dire que le cinéma est toujours aussi déficitaire, que ça c'est une chose à prendre en compte, qu'aujourd'hui le centre culturel et sportif, on a été agile, on a allé chercher dans les ministères, jeunesse et sport, la direction régionale des affaires culturelles. Mais aujourd'hui, le contexte il est un peu différent. L'État va chercher des économies à faire. On parle d'économies de guerre, vous êtes plus au courant que moi certainement. Et donc du coup, là, c'est en train de se tarir pour le cinéma. Les financements qu'on va avoir au centre culturel et sportif de façon générale sont en train de fondre, un peu comme neige au soleil. Donc, c'est intéressant que vous ayez cette information, mais après, bon, on verra comme on pourra, mais ce n'est pas garanti qu'on garde la possibilité de proposer, de faire une offre aux habitants d'Égletons à cette hauteur si nos financements viennent à baisser ou à baisser. Il n'y a pas que pour la culture. Il n'y a pas que pour la culture, on demande aussi au niveau des DDR, des fonds verts, etc. Oui. Et j'avais une question sur le pass culture. Je pense que ça va être revu à la baisse aussi, le pass culture. Alors, c'est-à-dire qu'au milieu de l'année, on nous a dit, au milieu de l'année, alors c'est pas impacté sur l'année 2000, mais en début 2025, on nous a dit, bon, il y aura un pass culture collectif, pour les séances scolaires.
Donc ça a été problématique pour collège au cinéma, pour lycéens au cinéma, puisqu'il n'y avait plus ce budget pour que les établissements aillent chercher cet argent dans ce dispositif. Donc ils ont dû payer avec leurs propres deniers, ce qui impacte forcément aussi. Et ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir certainement moins d'élèves du collège, du lycée qui viendront, parce que voilà. Donc tout ça, c'est des dimensions à prendre en compte. Il y a quand même toujours une activité hyper dynamique, des bénévoles au sein du CA, des salariés, on garde à fond la caisse, mais bon voilà, on n'est pas Don Quichotte. Ouais, merci. Voilà, donc avant de démarrer la lecture de délibération, il faut qu'on valide le procès verbal du 25 février 2025. Le projet avait été présenté au 7 mars. Je pense que ça n'avait pas soulevé une objection de remarques particulières. Donc on va l'adopter à l'unanimité. Et pour le projet, avant d'avoir une copie définitive, vous avez des remarques, c'est le moment ou jamais, pour le valider à la prochaine phase du conseil municipal. Formidable, un bon point. Voilà. Et puis on va démarrer par la dénonciation des options de TVA. Nico. Donc la dénonciation des options de TVA du budget clôturé. Monsieur le maire indique que la TVA des budgets désormais clôturés, aménagement stage à Saint, ZADECOM et anciens ateliers municipaux est toujours active sur le portail des déclarations groupe.fr. Il convient donc de dénoncer ces options de TVA afin de ne plus avoir à établir de déclaration nulle. C'est purement formalisme. Anciens ateliers municipaux, ça fait une durée, il n'existe plus, donc plutôt que les services s'embêtent à faire des déclarations néantes. Il aurait été logique une fois que les budgets soient clôturés qu'à la DGFIP il clôture de même les options, donc il n'y a plus de budget. Mais bon, il faut une délibération, on aime le papier. Donc je ne pense pas que ça appelle de questions particulières. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la dénonciation des options de TVA numéro 1, 7 et 8 correspondant au budget cité ci-dessus. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Voilà, donc la subvention c'est pour Doudou. Versement de l'avance de subvention du budget principal au CCAS. Comme chaque année, M. le maire indique qu'il convient de verser une avance sur la subvention annuelle attribuée au Centre communal d'action sociale. Cette avance permettra de faire face aux charges courantes de fonctionnement dans l'attente du versement des subventions de l'État, de la Caisse d'allocation familiale et du Conseil départemental de la Corrèze. Monsieur le maire propose au Conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance sur la subvention du Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2025 pour un montant de 50 000 €. Il est précisé que la dépense afférente sera assurée au moyen de crédits inscrits à l'article numéro de la section de fonctionnement du budget principal. Il y a beaucoup de chiffres. Le numéro de l'article. On a redoublé les chiffres là. 657, c'est sûr. Et après, 36 212. il y a deux numéros, il y a le chiffre. On s'en rectifiera dans On va établir dans l'ordre. Voilà, donc, c'est le numéro loto, vous avez le numéro. qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le CDNA pour Jean-Marie. La microphonie implantée au sein du CDMA dispose d'un Fab Lab équipé de 2 imprimantes 3D qui est utilisé plus ouvert que uniquement pour les ateliers menés par les médiateurs culturels ou support de démonstration. Pour répondre aux attentes des usagers tout en suivant les préconisations de la Villette, la microphonie d'Égleton, CDMA, envisage la mise à disposition du Fab Lab au public qui en ferait la demande, particulier, association ou entreprise. Il convient donc de fixer un tarif pour ces consommables mis à disposition par la collectivité lors de l'utilisation en libre service. Donc le tarif est proposé à 2 € de l'heure d'utilisation.
ne pose pas de problème particulier. Juste une précision, qu'est-ce que c'est comme consola? C'est du plastique, c'est des modules de plastique qui sont. Voilà. C'est bon, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Et juste pour préciser, samedi 18h, il y a le vernissage de l'exposition dans le cadre de la nuit des musées. Merci. C'est Didier là, qui présente la délit là, pour le terrain de tennis. Demande de subvention pour la création d'un terrain de tennis couvert au titre du Fonds européen de développement régional, le FEDER, et l'Agence régionale du sport, l'ANS. Monsieur le maire expose que la commune va réaliser la construction d'un terrain de tennis couvert. Cette structure viendra compléter l'offre existante sur le site François Chassin. Ce terrain conçu pour répondre aux exigences des joueurs amateurs comme des compétiteurs permettra la pratique du tennis en toute saison. L'infrastructure intégrera des matériaux modernes assurant une isolation thermique et acoustique optimisée. L'accès sera pensé pour être inclusif avec des aménagements permettant aux personnes à mobilité réduite d'y accéder facilement. Un espace annexe comprenant un accueil des sanitaires et un local de rangement sera également construit. Le coût global de l'opération s'élève à 553 173,6 € hors taxe, tous travaux confondus. La commune va solliciter une demande de subvention au titre du Fonds européen de développement régional de FEDER et auprès de l'Agence régionale du sport, l'ANS. Le plan de financement est le suivant. Une subvention de la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, à hauteur de 16,89%, donc 80 000 €. Le FEDER, 3,75%, donc 20 000 €. Le CD 19, contrat de solidarité communale, à hauteur de 22,5%, c'est 120 000 €. L'ANS 1998, ça représente 106 538,88. La Fédération française de tennis à hauteur de 9,37, soit 50 000 €. Autofinancement de la commune à hauteur de 27,52%, donc 146 634,72 €, pour un total de 533 173,6 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le financement prévisionnel de cette opération tel qu'il est présenté ci-avant, de solliciter la subvention correspondante au programme FEDER auprès Pays de Haute-Corrèze Ventadour au titre de l'axe prioritaire 3, encourager la prévention de l'offre patrimoniale, culturelle et sportive pour une économie dynamique, attractive et durable, de solliciter la subvention auprès de l'Agence régionale du sport, l'ANS, et d'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires pour la demande de subvention. Ok, merci. D'ailleurs, si on a fait le conseil municipal ce soir, effectivement, c'est de faire partir la demande de l'ANS, ce qui ne pas avant fin mai. Mais dans les aides, la subvention des ETR, elle sera peut-être un peu plus haute, puisque c'est fou, parce que vous voyez, aucune commune en Corrèze n'a reçu l'affectation des ETR. On est quand même en arrivé au mois de mai. J'ai le FEDER, bon, ça devrait passer. Le département, nous comptons sur l'appui de Jean-Marie là, pour épuiser ce qu'on avait mis sur le plan biennal, cher Jean-Marie. L'ANS, j'ai lu un article dans la presse, la dimanche, qui m'a fait un peu peur, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, ils sont en train de réduire drastiquement tous les budgets de l'Agence nationale du sport. La fédé de tennis, on va les secouer un peu, normalement ça devrait le faire. Et puis l'autofinancement, et puis le prix de 533 000, bon, j'espère qu'on remet un peu à la baisse. Le projet, on l'avait présenté, hein. Oui. C'est une structure avec un terrain, donc comment
isolation en bois, une couverture avec une toile isolante. Oui, j'ai une question. Donc, je comprends que la SAS Farge ne fournit que le bardage, du coup. Dans ce cas, à mon sens, il faudrait que ce soit dans le plan de financement, puisque c'est un apport privé. Ah, c'est le Sénat, bien sûr. Ah oui, voilà, ça ne se comptabilisait pas comme ça, le Sénat, ça ne se comptabilisait pas effectivement. On le verra dans le prix final. Ah non, mais d'accord. On a un petit souci d'ailleurs. J'ai un souci, c'est-à-dire que moi j'ai voulu des poteaux à inertie variable et en prenant chez Farge, il faut que des sections régulières en bois avec tirifage, avec CBE, pour avoir du bois. Alors, c'est fou, c'est que on marche sur la tête quand même dans notre pays. On peut avoir 20-30% moins cher si on prend du bois autre que du bois français. Et donc on a plein de tarifs avec du bois français. Allez comprendre. Local. Donc ça m'arrête effectivement de mettre du bois exotique ou du bois qui vient des pays nordiques. Voilà. Et donc il faudrait rajouter effectivement dans ce que dit Olivier, dans la délibération, peut-être, je ne sais pas, publier. Ah non, mais non, c'est pas vrai. De toute façon, budgétairement, ça ne pas en soi, parce que c'est Théoriquement, on peut espérer que ça se dilue l'autofinancement. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc pour la demande de subvention de l'ANS, ça change rien. Non. De toute façon, on est sur un montant. Toujours, si on ne dépense pas les 533 000 euros, on n'aura que les 19,98 sur 500 000 euros, mais il faut peut-être mieux dépenser un peu moins et laisser un peu de la subvention en route dessus. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 5. Merci. Allez les suivre maintenant. Donc Stéphane. Alors, attribution des subventions aux associations pour l'année 2025. Comme chaque année, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer les subventions aux associations et autres organismes pour l'année 2025. La commission sociale et vie associative, réunie à cet effet le vendredi 25 avril 2025, a émis un avis favorable. Il est précisé que les subventions et les dépenses afférentes sont inscrites en section de fonctionnement du budget principal selon les imputations réglementaires. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions aux associations et autres organismes pour l'année 2025 conformément au tableau produit par la commission ci-dessous. Donc si on prend les associations sportives, on a un sous-total de 42 750 €. Pour les associations non sportives, un sous-total de 19 800 €. Associations hors règleton, donc un sous-total de 4 550 €, ce qui nous fait un total de 67 100 €. Donc il est précisé que messieurs Mathieu Oliveira, Didier Cassé et Olivier Villa ne prendront pas part au vote pour la subvention versée au CCS. Monsieur Yves Datin ne prendra pas part au vote pour la subvention versée à l'intercommunal de Chasse. Monsieur Mathieu Oliveira et Madame Patricia Dubouchot ne prendront pas part au vote pour la subvention versée à Accordéon en Montmédière. Madame Dani Vidal ne prendra pas part au vote pour la subvention versée au don du sang. Madame Patricia Dubouchot ne prendra pas part au vote de la subvention de l'APTE. Mesdames Patricia Dubouchot, Carfory, Muriel Rivet et messieurs Charles Ferré et Mathieu Oliveira ne prendront pas part au vote pour la subvention versée au comité de jumelage. Mesdames Patricia Dubouchot, Muriel Rivet, Marie Vatroussier, Claire Foris, Clarisse Gallet et messieurs Yves Datin, Nicolas Cotin-Souza, Mathieu Oliveira, Jean-Michel Freyss et Francis Mula ne prendront pas part au vote pour la subvention versée au comité des fêtes. Madame Patricia Dubouchot et monsieur Charles Ferré ne prendront pas part au vote pour la subvention versée au Suketo. Monsieur Louis Villa ne prendra pas part au vote concernant la subvention versée à Gleuton Photo Nature. Mesdames Patricia Dubouchot et Denise Perra ne prendront pas part au vote pour la subvention versée au MLAP.
Madame Annie Carrara ne prendra pas part au vote pour la subvention versée à Radio Chardon. Monsieur Yves Datin ne prendra pas part au vote pour la subvention au Souvenir français. Et Monsieur Francis Smuda ne prendra pas part au vote pour la subvention versée à l'Union des personnels retraités de la gendarmerie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il faudrait rajouter sur ceux qui ne prennent pas part au vote pour la subvention au CCS. Non. Non, non, je ne veux pas poser les autres. Allez, allez. Il faut aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne l'avenant à la convention de prestation de la restauration en liaison chaude pour les écoles d'Aigleton avec le collège. En fait, il s'agit de modifier la périodicité du paiement qui s'établissait jusque-là de manière trimestrielle à la demande du collège pour des questions de gestion budgétaire. Cette périodicité devient mensuelle. Voilà, tous les autres articles demeurent inchangés. Donc je pense que ça n'avait pas de question. Donc Monsieur le maire propose d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention de prestation-restauration et de l'autoriser à le signer. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, la délibération suivante correspond donc à la cession d'un chemin de Trallebeau au profit de la société Phare 16. Alors c'est vraiment un serpent de mer cette affaire, parce que personne n'était au courant. Donc il y a 3 communes qui sont concernées. Rogier pour un tout petit bout, Rogier pour 25 mètres carrés, Aigleton pour 297 mètres carrés, et Moustier un peu plus, ils ont le jackpot, pour 806 mètres carrés. Voilà, donc on a fait les choses dans les règles. Donc il faut obtenir le déclassement de cette section de la voie communale rue de l'Industrie pour son aliénation. Alors on avait pris un arrêté municipal le 23 octobre 2024 pour l'ouverture d'une enquête de 16 jours. Donc l'enquête s'est déroulée correctement, donc il y a eu peu d'observations. Donc le commissaire c'était Jacques Brochu de capitale Martial de la Croisie. Donc on a mis un avis favorable le 25 février 2025 pour les conclusions du commissaire enquêteur. Et puis nous, il faut qu'on retrouve un peu nos petits quand même, parce qu'on a mis de l'argent dans la publicité, dans le commissaire enquêteur et dans l'acquisition, qui est estimé pas très cher à 4,39 € le mètre carré. Donc ce qui fait que logiquement, donc, on va facturer à SS Large 3676,24 €, d'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir. Donc j'espère que les frais de notaire ne seront pas trop élevés. Alors l'acquisition c'est 1303 €, on fait ça, vous l'avez pas. Hein. Le commissaire c'est quand même 1830 €. Et puis il a fallu faire une publicité dans les journaux qui s'élève à 542 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, je me pose juste la question suite à la fin du dossier agrandissement de Fage. Ce chemin est toujours compris dans leur situation. Oui, il y a du bois qui est dessus. Je pense que j'ai même parlé de Trifage. Donc, son père exploitait la scierie. Il n'était pas au courant, effectivement, de cette section cadastrale qui comportait ce chemin. Voilà.
Voilà, et donc on va être blanc là-dessus, donc c'est ce qui nous pousse à faire ça. La délibération, elle parle de la rue de l'industrie. Mais Donc j'ai vu. c'est pas la rue de l'industrie. Non. Il faudrait peut-être la. Il faudrait peut-être modifier. Non, il y a. Ouais, mais il y a une bêtise, c'est le repère de l'industrie. Ça, c'était des travaux. Le dossier. Non, non, je sais, ouais. Il y a même une association qui s'est déjà penchée là-dessus, que vous connaissez. Enfin, bon. On peut toujours pencher dessus. Votre sujet, l'entreprise Pifto avait eu des astreintes, c'est réglé ça avec la préfecture? Alors visiblement, oui, oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils étaient tenus de verser, c'était une semaine en 1500 € par jour d'astreinte, si on ne respectait pas, si vous voulez, donc la partie sonore. Nuisance sonore, on va chercher le mot. Voilà, et puis on va clore le chapitre phare, j'espère, et puis nous, donc, au niveau de la communauté de communes, donc j'étais au tribunal l'autre jour, voilà, où il y a eu l'exposé des deux avocats, et puis c'est mis en délibéré jusqu'au 13 juin. Et puis j'espère que le 13 juin, on va récupérer nos sous à la Concorde pour faire autre chose. J'espère bien. Sur l'expropriation. Oui, oui, tout à fait. C'est l'argent qui s'est cassé. Passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 5 abstentions. Merci. Imbécile. Avec concession d'Omar au cimetière de Puy-Fassac. Monsieur et Madame Domar ont été titulaires d'une concession perpétuelle au cimetière paysager, la section H275, depuis 2004. Ils ont sollicité Monsieur le maire pour rétrocéder cette concession à la commune d'Écotons. Celle-ci avait été concédée au prix de 326 €. Il est précisé que cette concession est libre de tout monument et que personne n'a été inhumé. En matière de droit funéraire, la rétrocession est constituée par le retour de la commune moyennant un remboursement titulaire d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée. Si la concession est perpétuelle, c'est le conseil municipal qui décide des montants de remboursement. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de rétrocession à la commune de la concession H275 au cimetière du Puy-Fassac et de dire que cette rétrocession fera l'objet d'un remboursement intégral auprès des concessionnaires. Parce que Monsieur et Madame Domar, à la place, vont acheter une urne. Ils vont acheter à la place une urne. Les questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue sur les rétrocessions de concession. Donc cette fois-ci, c'est une concession double Chazalvienne au cimetière du Puy-Fassac. Donc Monsieur et Madame Chazalvienne, titulaire de la concession double trentenaire au cimetière paysager section H227 et H228 depuis 2003, l'ont sollicité pour rétrocéder cette concession à la commune d'Écotons. Celle-ci avait été concédée au prix de 208 €. Il est précisé que cette concession est libre de tout monument et que personne n'a été inhumé. En matière de droit funéraire, la rétrocession est constituée par le retour à la commune, moyennant remboursement titulaire d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, soit la somme de 55,54 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de rétrocession à la commune des concessions H227 et H228 au cimetière du Puy-Fassac et de dire que cette rétrocession fera l'objet d'un remboursement titulaire pour une somme de 55,54 €. Voilà. Pourquoi il y a une différence entre les deux dossiers? Parce que l'autre c'est une perpétuelle et là c'est une trentenaire. Ok, merci. Oui, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, William. Il a le micro. La délibération numéro 11 porte sur l'information sur le type de procédure interne des marchés publics passée selon la procédure adaptée des MAPA. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la mise en place de guides de procédure, des procédures internes concernant la passation des marchés publics selon une procédure adaptée, conformément au code des marchés publics. À signaler qu'on ne parle plus du code des marchés publics, il faudrait le remplacer par le code de la commande publique. D'accord ? Ce guide a pour objet de définir, en complément de la réglementation
en matière de marché public les règles internes de passation des marchés publics ou des accords cadres de la commune, selon une procédure adaptée. Il permet en outre de rappeler quelques notions fondamentales et principes généraux de droit en matière de marché public. L'ensemble des services de la commune, y compris ceux bénéficiant d'un budget annexe, sont soumis aux dispositions du présent guide. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le maire ou l'adjoint au maire concerné. Monsieur le maire rappelle que les marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé à l'article R 2123-1 à 8 du CMP, du Code de la commande publique, peuvent être passés selon une procédure adaptée. 221 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et de services, 5 538 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Dans le cas d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit définir lui-même les modalités de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, celles-ci doivent être proportionnées à l'objet et au montant du marché pour les achats compris entre le seuil de dispense de 40 000 € pour le marché de fourniture et de services et de 100 000 € pour le marché de travaux. En dessous de ce seuil de dispense de procédure, aucune mesure de publicité n'est imposée par le Code des marchés publics. Le guide interne en annexe récapitule les différentes procédures internes des marchés publics passées selon une procédure adaptée. Donc, vous avez un tableau, je vais le passer. Vous avez un premier tableau qui est fait état des seuils de procédure et un deuxième tableau qui fait état d'un seuil de publicité. Bon, vous aurez toujours ces trois types de marchés, marché de fourniture et de services, qui sont réglés de la même manière, marché de travaux et marché de contrat de concession, dont la délégation de services publics. Et en face de ça, en trois colonnes, vous avez suivant la procédure, si vous voulez, les seuils qui sont adaptés, et pour la procédure et pour la publicité. D'accord? Deuxième tableau. Type de procédure, publicité, fourniture et services, donc, en fonction de la nature des travaux, procédure dite de degré, MAPA, et procédure formalisée. Voilà. Toutes ces procédures sont explicitées, si vous voulez, dans le guide dont on fait référence. Monsieur le maire ajoute que la conclusion des accords cadres du marché public de la commune, quelle que soit la procédure de passation, respecte les trois grands principes fondamentaux de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, avec l'obligation d'exclure tout critère de préférence locale, c'est très important, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, ce que prévoyait déjà le Code des marchés publics à l'époque. Il rappelle enfin que le conseil municipal, lors de sa séance du 20 juin 2024, lui a donné délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur au seuil des appels d'offres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Les décisions prises dans le cadre de cette délégation sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal en application de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire donc propose au conseil municipal de prendre acte du guide des procédures internes des marchés publics de la commune, passé selon une procédure adaptée. Il n'y a pas de vote, c'est simplement une information. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Vous avez pas de lecture? Oui, j'ai écouté le matériau interne. Dans les décisions, vous avez reçu, en fait, tout le moins Thierry Légal a reçu bien le dossier pour le transfert de compétences. Donc, je vous propose de regarder de près quand même, parce qu'il faudrait qu'on se positionne. Nous, on veut le retour faire le 20 juin, donc vous pouvez faire vos remarques écrites. On fera une réunion avec vos collègues, parce qu'on va vous envoyer le dossier, savoir si les communes veulent participer, principalement avec ou sans le temps. La législation a un petit peu évolué, puisqu'on a reçu une note du Sénat cette semaine, obligeant, entre guillemets, les agences de l'eau à ne pas sanctionner les communes qui n'avaient pas procédé au transfert de l'eau. Alors, transfert de l'eau, soit un syndicat, soit la communauté de communes. Alors, c'est une grosse opération, vous verrez, vous pouvez peut-être voter le dossier.
Il s'avère que les communes qui n'ont pas fait du tout d'investissement dans le cadre du PPI, un programme pluriannuel d'investissement, donc seront amenés dans les années à venir à avoir des tarifs de l'eau excessifs. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fin de compte, avec le temps était toujours la bête noire, on n'allait pas avec le temps, le prix de l'eau est le plus élevé, et bien on sera, je pense, vraiment dans la fourchette très basse par rapport aux autres communes. Sachant que ce que j'ai bien dit à mes collègues l'autre jour, c'est que la législation va nous imposer de plus en plus d'avoir des contrôles sur la qualité de l'eau, en particulier sur les chlorures de vinyle en monomère pour les tuyaux en plastique, c'est pour l'école. Nous, la limite est à 0,5, le temps est à 0,12 quand même, et la plupart des communes explosent de 0,5. Vous avez aussi, en 2027-2028, il faut mettre en place tout ce qui est le plan général, le PGSSE, sécurité, santé de l'eau. Là, on y travaille, je crois que Ludivine est la mieux placée que nous là, pour le PGSSE, pour nous accompagner. C'est des sommes énormes qu'on a à mettre en place. Voilà, donc je désigne un coup d'œil parce qu'il y a quand même, c'est énorme, ils ont fait la démarche sur toutes les communes. Il y a des communes qui n'ont pas du tout fait d'investissement. Je ne vais pas les citer, vous verrez dans le dossier, ne serait-ce que pour les stations d'épuration, en particulier pour l'assistiment collectif. Donc voilà, comme il n'y a plus d'obligation, je suis même sûr que la compétence ne sera pas transférée au 1er janvier 2026. En fait, tout le travail qui a été préparé là, par les deux bureaux d'études, par KPMG et par M. Le Sage, qu'on connaît bien, puisqu'il nous a accompagnés là, pour le transfert à la SOR. Donc, je ne veux pas que ce dossier tombe à l'eau, c'est le cas de dire. On a quand même mis 100 000 euros, il y a 80% d'aide. Parce que si on l'abandonne et puis si le successeur ne l'utilise pas assez rapidement, dans 3 ans, il faudra le revoir entièrement. Voilà, c'est une grosse étape, mais ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a des communes qui vont traîner les pieds. Et puis, bon, par contre, c'est un bon état des lieux là, pour notre territoire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc, on vous a envoyé un courrier avec qui là, concernant donc, le mur des remparts, où j'avais une inquiétude énorme. Je vous promets que j'ai passé des nuits blanches quand le mur s'est effondré. Et donc, on a mis le paquet, même si les croix de Saint-André ne sont pas effectivement géniales. Et bon, par contre, on assure la stabilité du mur. Et surtout, on s'est rendu compte, parmi les 3 photos qu'on vous a envoyées là ce matin, qu'il y a des fissures qui sont actives au niveau du talus parking, à la partie supérieure. Et je crains le pire. Je parlais au quotidien, je craignais le pire si jamais tout partait. Là, c'est des vies, sachant que cette tour est relativement fréquentée. Voilà, quant aux jouets dont on nous fait grief, effectivement, donc on est reparti sur ce qui avait été proposé à l'époque par l'ABF avec Madame Azera, mais on est remonté aux sources avec les anciens qui étaient dans le conseil, qui étaient au service technique, en particulier Pascal Léry, j'ai le chef d'ailleurs qui reste, et Didier Serre. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la parcelle, là, c'est surtout le long du chemin. Donc, effectivement, on avait repéré que des gravats avaient été mis. Donc, on vous explique que les rochers nous appartiennent et que les gravats, surtout les déchets d'enrobés, ils ont été versés. Donc, voilà. On a quand même un gros souci en France et dans le monde où les gens rejettent les déchets n'importe où là. Et quant aux places de stationnement, je crois que M. Placé qui a répondu, c'est que. Les places de stationnement rue de Charrière-Profonde, c'est les jours de compétition de boules, et c'est pratiquement toutes les semaines, la belle saison. Je ne sais pas si vous y êtes passé, mais la rue des écoles, les parkings sont tous complets. Boulevard, la route de Saran un petit peu, et puis toute la Charrière-Profonde, ce qui fait que les riverains peuvent y sortir et rentrer chez eux, les gens se gardent dans les portails. Voilà, donc c'est réservé à des riverains qui puissent rentrer chez eux quand même ce jour-là. Et route de Saint-Thierry, c'était Madame Chambaudy, une personne âgée, elle ne pouvait pas rentrer chez elle non plus, il y a toujours des voitures de garer devant son portail, elle ne peut pas rentrer ni sortir. Quand ses enfants viennent, ils ne peuvent pas se garer non plus. Donc, stationnement interdit, on ne peut pas mettre de stationnement interdit, puisque elle-même, si elle se garde devant chez elle sur un stationnement interdit, elle n'est pas lisable. Donc, la seule solution, c'est de réserver un emplacement quand même pour elle devant chez elle. Voilà.
Et la rue du Clocher, les travaux se terminent cette semaine et les enrobés se font demain. Avec le soleil. Merci pour ces explications. Merci d'avoir répondu rapidement aux questions qu'on a posées. Donc je comprends que vous avez eu aussi des retours concernant les joints là. Pas tant que ça. Non, mais je comprends. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Personne n'aurait voulu être à ta place quand ça s'est éboulé. On comprend qu'il y a des priorités. Je me suis levé la nuit pour voir si il n'y a pas du sang qui s'est coulé. Non, enfin, pour moi, c'est pas une critique. C'est juste, est-ce que l'ABF a été contacté et sinon, est-ce qu'on s'expose pas parce que on l'a pratiqué, ne serait-ce que pour mettre des photos en ville, on a vu à quel point il est exigeant. Donc, notre question, c'est juste, est-ce qu'il a validé les travaux? Non, mais on va être sincère. Oui. Les travaux, on est parti sur le dossier qu'on a retrouvé dans les années 96-97, sur ceux qu'il avait acceptés. Quand tu vois que l'ABF ne joue pas. On a fait passer par le chapelle des militants. Quand vous voyez ce qui nous impose à l'intérieur de la chapelle, donc, et sachant que les ABF, ils ont des prérogatives différentes suivant la personne en question, vous savez bien. Vous savez que c'est la bête noire de beaucoup de collectivités en France, que l'État même, vu tous les griefs qui se font, c'est normal, ils sont payés par nos impôts, je suis d'accord, enfin quand même, moi j'ai vu ces choses au niveau des ABF, je leur ai sorti des DTU, par exemple, sur des couvertures qui nous imposaient, ne serait-ce que sur la maison de santé, où, en fin de compte, il n'avait pas du compte à prêter, il a été surpris qu'il y a le DTU 42 ou autre qui existe et qui impose certaines couvertures. Voilà, et quant aux fissures qui sont. Allez voir quand même. Je veux dire que c'est un peu de notre faute aussi, bon, je vais être franc. C'est-à-dire quand la maison de santé a été réalisée, l'écoulement, enfin la collecte des eaux pluviales, si vous avez vu donc, le profil en long, donc il y a une partie qui s'écoule en tête de mur, et cette végétation donc, a fini de pourrir tout l'ensemble, et avec des infiltrations. On a bien travaillé avec Eric Conny, avec ABS, des plans spéciaux qui est venu spécialement dans l'arrière d'Ansan pour effectivement donc, faire des barbacanes pour écouler l'eau qui peut stagner donc, derrière le mur. Voilà, donc voilà, on en est là. Mais c'est pour dire effectivement, donc alors, ensuite il y a de grief, mais on n'est pas sourd dans la vie. C'est souvent des gens qui ne sont pas trop favorables. Voilà, je vais être clair. Voilà. Donc, on a peu de bouteilles dans la vie, si tu veux. Donc, je vois d'où ça vient parfois, mais très peu de grief, sincèrement. Et j'explique beaucoup de gens, donc j'ai même amené certaines personnes voir les fissures. Écoutez, si ça s'écoule, là, si ça part d'un seul coup, eh bien, je vous promets qu'il y aura beaucoup de dégâts. Enfin, à titre personnel, je défendrai ce point de vue aussi. Je suis d'accord qu'il y a des priorités et qu'il faut consolider. Juste par rapport aux croix qui ont été posées, il y en a qui sont à hauteur d'homme, et il y a un morceau qui dépasse. Non, mais c'est pas terminé. D'accord, c'est pas terminé puisque les croix qui étaient posées avant, c'est des croix provisoires en attendant qu'ils aient pu fabriquer les dernières qui ont été posées. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes posées encore. Sauf que les dernières qui ont été posées, il faut qu'ils réalisent l'intérieur par rapport à l'inclinaison du mur. Donc, ça va être réalisé, donc elles plaquent complètement sur les pierres, et ensuite ils vont couper à Ratlac, en Saint-André, ils vont couper la tige futée, il va arriver juste les trous qui vont dépasser. Bon, pour continuer avec deux autres sujets où je pense qu'ils sont un peu plus polémiques, en tout cas nous concernant, donc c'est les déchets, les fameux gravats. La parcelle, vous me confirmez qu'elle est communale en bas. Donc, si on gratte un peu, on y était allé déjà il y a quelques temps, et on retrouve aussi des déchets de piscine. Donc, je pense que la piscine d'été, les gravats, ils sont aussi stockés là-bas. Mais ils ont été stockés sur l'ancien site de motocross. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de mettre des gravats là-bas? C'est toute la question. Le fond de la question, il est là, parce qu'il y a aussi du PVC, il y a des cols, on sait très bien dans les ciments. Il y a des bâches classiques aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gravats? Parce qu'on va faire, on va se prendre la tête, mais on va prendre notre coupelle de la ville, et puis on va les enlever, on les fait tout ce qui est enrobé, on l'amènera chez Eurovia, parce qu'ils peuvent donc les recycler, et pour le reste, on verra avec les déchetteries pour les trier au mieux, pour
pour le bien propre. Ils viennent tous ces gravats, c'est quelle date? Mais les enrobés, on ne sait pas, on l'a regardé. Non, mais le pavillon, ce qu'il y a derrière sur le terrain. Je sais. Oh, mais D'où c'était. ça vient ça? Parce que ça n'était pas il y a 6 mois. Ah, si, tu as vu, les années, ils sont très hauts. Oui, c'est vrai, c'est monté. C'est très très haut. Non, ces gravats, ils viennent. D'ailleurs, on a vu, c'est bien que vous vouliez signaler, parce que je suis revenu, il y avait une barrière en bois qui interdisait l'accès donc à la grande parcelle, ça la poste, et il faut l'enlever, mais maintenant il y a une végétation tellement dense que plus personne ne va s'aventurer. Et puis c'est bien qui s'aventure, parce que le terrain est très meuble, et comme ça il est presque vert, planqué, et on verrait que c'est pour ça qu'ils ont mis les enrobés sur le bord du chemin. Oui, donc sans doute qu'il faut voilà, faire. Qu'ils soient à côté vont nous servir pour faire des avancées pour la société de pêche, le Burkina qui peut faire comme des pompons en bois en terre, donc on va tenir les terres avec ces gros. Donc, enfin, ce qui est certain, c'est que la commune se doit d'être irréprochable, vu ce qui nous attend dans les mois qui viennent concernant la gestion des déchets. On ne peut pas se permettre de ne pas mettre les nôtres où il faut. D'ailleurs, anecdote, hier, je rentrais à la Solière, entre la Solière et Perret, et je commence à voir des. Enfin, c'est pas lié au tri, mais des sacs plastiques, des déchets en bord de route. Bon. Donc, il faut qu'on soit particulièrement vigilant à garder notre ville propre. Et le dernier sujet, j'entends les arguments, mais par contre, à mon sens, ça nécessite des arrêtés, tout ça, le stationnement, donner des places de stationnement à des particuliers, à mon sens. Les arrêtés, mais il faut que les gendarmeries soient au courant, donc ils sont destinataires de tous les arrêtés. Donc ils ont été pris pour ces deux stationnements. C'est fait, oui. D'accord. Et donc, je pense qu'ils doivent être affichés. Alors, je pense qu'il y en a un qui est affiché en bas. Mais peut-être qu'il a été arraché. Il était renversé. Mais en tout cas, route de Saint-Quérier, j'ai pas vu d'affichage. Et je me demande si, même avec un affichage, il ne faut pas qu'il y ait une utilité publique. C'est pas rien de réserver un stationnement à des particuliers, même si les arguments sont bons. Parce que demain, si vous le faites pour cette dame, des personnes âgées dont les enfants ont du mal à se garer, il y en a plein avec le temps. Hein. Non, mais c'est ça. Mais ça pose pas de souci si personne se met chez eux. Le problème, c'est que c'était quelqu'un qui se mettait là. On a un garde champêtre. Oui. Enfin, le garde champêtre, hier soir, il a été appelé parce qu'il y avait des gamins qui dansaient sur les tombes. Ils dansent sur les tombes dans le cimetière le soir. Et puis même, on a toujours des rodéos. Enfin, c'est pas avant le siècle par rapport à ce qui se passait en France. Mais il y a toujours des jeunes du lycée ou autre. Vous avez vu donc, ce qu'on a été obligé de faire dans le pouvoir de Touvent, à mettre des chicanes parce qu'on ne tient pas les gens. Hein. Mais bon, c'est provisoire. C'est terrible, c'est des gens donc, qui vont leur stabilité dans les TP et qui s'amusent au gré de leur vie, puis ils arriveraient donc, à casser. Mercredi soir, ils avaient enlevé tous les panneaux, enfin, c'est certainement des personnes à deux pattes. Ils avaient tous les panneaux de la piscine, ils avaient tout mis là contre les conteneurs, les poubelles qui sont en face à l'atelier, tout. Les barrières, les stocks, donc les gars ont passé la matinée pour savoir où ils avaient pris les panneaux, pour les remettre dans leur fourreau, et encore, donc ils sont libres, c'est-à-dire qu'on les enlève rapidement, si vous les bloquez, ils vont les tordre. Oui, c'est vrai. Et je suis épaté que l'entreprise pédagogique avec les petits panneaux n'ait pas été savantée. C'est vrai. Ils vont certainement la toucher. Les boulevards de Louvain, les blocs qui ont été mis sur provisoire, c'est pour voir si l'espace était bon. Et au sol, on va avoir des bordures surélevées au sol, comme la route de Saint-Hyacinthe. Après, pour les cyclistes, c'est super dangereux aussi. Oui, je sais bien. Mais bon, il faut rouler doucement. Là, à l'heure actuelle, on peut s'attendre. En vrai, Charles, on peut dire qu'avec le nouveau poste qui a été créé, et de police là, on va quand même le dire maintenant. Parce qu'il est possible de verbaliser. Il aura la capacité de verbaliser. Donc, à nous de définir le stationnement, il avait, enfin comme les jeunes qui étaient au cimetière, il y a eu des suites ou il a juste fait il était averti hier matin, hier soir il a fait une patrouille, parce que c'était les soirs après 19h. Donc hier soir à 19h il pleuvait, donc il y a 2 personnes. Mais il va continuer, il a vu les riverains, ils l'ont averti, et quand les riverains vont revoir les jeunes, ils vont l'appeler. Mais faites-toi qui fait pas mal de VTT, souvent j'ai été étonné que dans beaucoup de chemins, il y a moins de gravats que j'ai pu voir moi il y a 30 ans.
faisait un parcours là, de l'étang de Gros à Montignac en allant chercher la 89. Et on passe ensuite de la voie ferrée. Et souvent, là, les gens qui passaient sur la nationale, là, ils avaient 30 mètres à faire, ils passaient le ferré et puis ils mettaient le coup dans les voiles. Mais c'était ignoble. J'en vois pas tant que ça. Donc, j'ai vu l'autre jour donc, un couvreur qui avait tout versé là, sur un chemin sur la chapelle. Mais bon, ça. Alors, je pose la question aussi hein, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des amplitudes horaires à la déchetterie pour qu'on puisse y aller plus souvent? Oui, parce que dans les villes, dans les grandes villes, c'est même ouvert le dimanche matin. Donc, vous avez vu les prix auxquels on est assommé pour l'instant, sachant après qu'il y aura une planification et tout le monde paiera pareil, c'est-à-dire que nos églotonnés, qui a fait la remarque, Olivier, sur le coût de la redevance pour les églotonnés qui va s'équilibrer avec les autres communes, puisqu'il n'y aura plus le fait de passer 2 fois ou 1 fois ou billet hebdomadaire. Voilà, donc, alors pour ce qui est du tri, logiquement, on va le mettre en place à partir du 1er octobre de cette année. Donc, dans la gazette municipale, il y aura un coupon où les gens pourront se prononcer pour que les agents communaux aillent 1 ou 2 fois par mois pour récupérer le tri, est-ce qu'ils veulent se déplacer. Voilà. Et puis pour ce qui est des ordures ménagères, bon, allez, ça ne sera pas avant 2027-2028. Voilà, je comprends bien que, et vous êtes plus au courant que moi, que le budget annexe, les ressources se sont épuisées. Voilà. Si ça suffit. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Alors, on verra déjà d'abord le tri, si tu veux. Donc, après, je veux dire, le tri, l'apport volontaire. Sachant que bon, on a établi sur du fonds vert, et puis on était avec Astrid jeudi dernier, donc vendredi dernier, pour nous accompagner dans le versement de subventions. Bon, il a dit que il nous a bien précisé que s'il y avait des aides de fonds vert, ça serait réservé, ça se réfléchit à trouver le temps par rapport à notre projet. Mais pour le TIL, il a bien indiqué que la baisse serait de 20, 30, voire 40% pour le TIL. Et pour les fonds comme le FEDER ou autres, donc c'est pareil. Ici encore, ils vont lancer un référendum ce soir sur le financement public. Et ça promet de belles soirées, de belles employés. On va bien répondre à Olivier. La sécurité, c'est le rôle de chacun d'entre nous aussi. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe et dire c'est la mairie ou c'est un tel qui va s'occuper de ce problème-là. Je veux dire par là, je reprends l'exemple que tu as vécu lorsque tu as interpellé 3 étudiants qui démataient des panneaux qu'on a réussi à identifier et qui ont été traduits dans un tribunal. D'accord ? Non seulement ils ont été punis d'une peine d'amende, mais ils ont été exclus de leur lieu à la fin ils étaient locataires. D'accord ? Le directeur d'État disait pourquoi ? Parce que c'était prévu dans la règle. Je veux juste dire qu'au jour, maintenant, si on est témoin d'une exaction, il vaut mieux peut-être prévenir la bonne personne, ou moins, mais ne jamais y aller tout seul, si on voit que ça devient trop dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la réaction des gens. Les informations que l'on reçoit nous font chaque jour. Bon, tout ce que tu avais fait, c'était bon, ça a permis justement de jeter, de sensibiliser des étudiants qu'on connaît bien et qui sont quand même plutôt plus coquins que les autres. Voilà. Coquin, c'est gentil, parce qu'à un moment donné, il faut que je coupe les mains. Ça a été le cas, là, c'est un bel exemple. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore en termes de sécurité, en termes de bon rapport avec les voisins, etc. Et c'est bien que moi j'ai proposé au maire, chaque fois que, par exemple pour la propreté, on a une remarque à faire à un propriétaire qui n'entretient pas, qui soit locataire ou propriétaire, je pense à la propreté des trottoirs par exemple, j'ai proposé à Charles qu'on aille voir la personne avec le garde champêtre et l'élu du quartier par exemple, ou un élu volontaire, pour lui signaler que là, il n'a pas en règle, il y a un règlement qui a été écouté, d'accord ? Il y a eu des informations qui ont été postées, on met en demeure, et au bout de la mise en demeure, si ce n'est pas fait, nos services le font, et on fait payer. Voilà. Et on distingue les gens qui n'ont pas la capacité physique de le faire.
d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui ne pourront peut-être pas le faire physiquement, voilà, c'est ça. Ce sont des cas particuliers, et ce sont les agents qui peuvent résoudre ce problème. Voilà, mais il y a beaucoup à faire, c'est sûr. Les coupons, j'y pense, les coupons, est-ce qu'on n'empiète pas sur la compétence de la Comcom? Après, ça revient à faire porte-à-porte. C'est une bonne chose, hein. Oui, je ne suis pas le seul, il y a d'autres communes aussi. Donc, est-ce que c'est pas à négocier au titre des charges transférées? Je ne sais pas. Est-ce que ça se comptabiliserait pas, ça? Déjà, si on va faire le bilan des gens qui vont se positionner, déjà, il faut quand même qu'on fasse l'audit sur la population. Sachant que les gens qui vivent dans les immeubles HLM, ça fait très longtemps qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient handicapés, où ils mettent leurs ressources ménagères dans les points de collecte. C'est bien pour les collectifs, ça, c'est pour le logement individuel que c'est plus compliqué. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention et puis on va faire un petit peu. Samedi 18h.